Elle voulait juste son salaire de la journée. Anna, fille d'une femme de ménage de Belleville, est entrée dans la villa du 16e arrondissement avec une seule mission, nettoyer et partir. Mais quand elle a entendu les pleurs d'un bébé, quelque chose en elle s'est brisé. Elle a chanté, il a cessé de pleurer. Et sans le savoir, un homme l'observait depuis l'embrasure de la porte, en silence pour la première fois depuis des mois. À partir de cet instant, rien dans la maison et en eux ne serait plus pareil. Le portail automatique s'ouvrit lentement, et la chaleur de l'asphalte miroitait en vagues depuis le sol de pierre. Anna serra ses épaules fines dans le nouvel uniforme et inspira profondément. Ce n'était pas la première maison riche où elle travaillait, mais celle-ci semblait différente. Trop grande, trop silencieuse. À l'entrée, elle fut accueillie par Madame Dubois, la gouvernante au visage sévère. Pas de conversation avec les résidents. Ne montez pas au 3e étage. Et surtout, n'entrez pas dans la chambre du bébé. Anna hocha la tête en silence. Elle attrapa les produits de nettoyage et monta les escaliers. Au 2e étage, les pleurs s'infiltrèrent par la porte légèrement entr'ouverte comme une supplique. Elle hésita. Elle ne devrait pas, mais elle entra. Le bébé, allongé dans le berceau, pleurait les yeux fermés et les petites mains serrées. Sans réfléchir, Anna s'approcha, le prit dans ses bras et commença à chanter doucement. C'est alors qu'elle sentit un frisson. Quelqu'un l'observait depuis le couloir, en silence. Le chant d'Anna n'était pas répété. C'était un souvenir. C'était le même que sa mère chantait dans leur petite cabane de 2 pièces en haut de la colline, en lavant les vêtements dans des bassines colorées. Dors, mon chéri, la rue ne peut pas t'atteindre, elle ne l'a jamais oublié. Pas même quand sa mère est tombée malade, pas même quand, à 10 ans, elle a dû devenir adulte du jour au lendemain pour élever Sophie, la petite sœur arrivée sans prévenir, comme la plupart des choses dans leur vie. Tandis qu'elle berçait le bébé, Anna sentit ses pleurs ralentir, comme si chaque note dénouait un nœud dans sa petite poitrine. Il posa son visage sur son épaule et s'endormit. Elle ne réalisa qu'elle n'était pas seule qu'en entendant une toux discrète. Elle se retourna lentement. Un homme grand, en costume clair, le regard lourd, se tenait à la porte. Il ne dit rien. Il se contenta d'observer. Anna resta paralysée. Le bébé toujours dans ses bras. Il pleurait tellement. Je n'ai vu personne autour. Je suis désolé. L'homme la fixa quelques secondes de plus. Puis, d'une voix basse, il dit simplement « Vous l'avez endormie en chantant ?» Elle hocha la tête, gênée. « C'est juste que ma sœur, quand elle était petite, je faisais ça avec elle. » Il s'approcha du berceau, regardant son fils avec une expression indéchiffrable. Il n'a pas dormi comme ça depuis des mois. Anna sentit le poids de ses mots, comme si elle avait pénétré quelque chose de trop intime. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il, sans lever les yeux du bébé. « Anna Martine. Continuez le ménage, » dit-il, déjà en s'éloignant. « Mais si ça ne vous dérange pas trop, revenez ici plus tard. » S'il pleure, il fit une pause. Déglutit difficilement. Chanter. Elle ne répondit pas. Elle resta juste là, assise, le cœur battant la chamade. Quand elle descendit continuer son travail, Madame Dubois l'attendait, les bras croisés, le regard dur. « Qu'est-ce que vous faisiez à l'étage » Anna hésita. Il pleurait. « J'ai juste... Vous êtes venu nettoyer, pâtisser des liens. » Anna baissa les yeux. Mais à l'intérieur, quelque chose avait déjà changé. C'est là que tout a commencé à se défaire. Cette nuit-là, allongée sur le matelas fin à côté de sa sœur, Anna ne pouvait pas dormir. Sophie ronflait paisiblement, serrant le carnet de dessin qu'elle avait reçu d'un projet communautaire. Anna fixait le plafond de plâtre taché de la maison louée et essayait de comprendre ce qu'elle avait ressenti plus tôt, non seulement le poids de ce bébé dans ses bras, mais ce que le chant lui avait rendu. Un souvenir oublié de quand sa mère disait « Un jour, ma fille, tu chanteras devant des foules entières, parce que ta voix guérit. » Elle n'y croyait plus depuis des années. Pas depuis qu'elle avait dû abandonner la chorale communautaire, les répétitions et les rêves. Mais quand Léo s'est endormi dans ses bras, quelque chose s'est ravivé. Le lendemain matin, en arrivant à la villa, Madame Dubois se contenta de grogner. « Montez tout de suite !» Le bébé s'est réveillé agité. Anna ne répondit pas.
Dans la chambre, Léo la reconnut avec un sourire maladroit. Elle le prit dans ses bras et il s'accrocha à la lanière de son tablier comme s'il connaissait cette odeur. Pendant la matinée, Anna rangeait les jouets et essuyait le parquet en bois lorsqu'elle remarqua que l'une des portes du couloir, toujours fermée à clé, était entr'ouverte. Elle regarda autour d'elle. Personne. Elle la poussa doucement. C'était une pièce vide, avec des meubles recouverts de draps. Dans un coin, une chaise à bascule et une petite commode blanche. Dessus, une photo encadrée, une femme souriante aux cheveux foncés tenant un bébé. Mais quelque chose dans l'image la dérangeait. La femme semblait forcée, comme si elle souriait pour un magazine. En fin de journée, alors qu'elle ramassait des chiffons dans la buanderie, Madame Jeanne, une ancienne employée, lui lança un regard plein de codes non dits. « Certaines choses sont mieux laissées intouchées, ma fille. » Anna essaya d'engager la conversation, mais la femme se contenta de détourner le regard. Cette femme sur la photo, était-elle sa mère? Madame Jeanne s'arrêta. Une mère est quelqu'un qui prend soin. Elle n'a fait que passer par ici. Anna rentra chez elle, la tête en vrac. Cette nuit-là, alors qu'elle lavait son uniforme dans l'évier, Sophie demanda « Pourquoi es-tu si silencieuse ?» Anna répondit sans réfléchir « Parce que je crois que je suis entrée dans une maison pleine de secrets, et même sans le vouloir. L'un d'eux m'a choisi. » Le lendemain, elle entendit une conversation en bas. Des voix étouffées, mais tendues. « Cela doit être résolu, monsieur Lefebvre. La presse va fouiller. » Il n'y a aucune preuve. Elle est partie de son plein gré. Le silence qui suivit glaça Anna. Elle, qui? Anna retourna dans la chambre du bébé, s'assit, et pour la première fois, elle ne put chanter. Parce qu'elle comprit. Tous ceux qui disparaissent ne sont pas oubliés. Certains deviennent des blessures, et elle pensait encore pouvoir tout arranger. La journée était lourde, le ciel de Paris chargé de nuages épais. Anna arriva à la villa plus tôt. Elle voulait éviter Madame Dubois, éviter le regard acéré et les ordres secs. Elle alla droit dans la chambre de Léo, où elle trouva le bébé agité, agitant ses petits bras comme s'il ressentait un malaise sans nom dans son corps. En changeant le drap du berceau, elle remarqua quelque chose d'étrange au fond du lit. Un vieux tissu avec une broderie bleu clair. Elle le déplia soigneusement. Dans un coin, en lettres délicates au point de croix, il était écrit « Claire ». Anna fronça les sourcils. Qui était Claire? Léo ne réagissait pas au toucher du drap. Il semblait habitué. Elle glissa le tissu au fond de son sac, poussée par une impulsion qu'elle ne comprenait même pas. En descendant chercher d'autres chiffons dans la buanderie, elle trouva Madame Jeanne en train d'organiser les paniers. La femme jeta un coup d'œil rapide au tissu qu'elle tenait. « Où as-tu trouvé ça ?»« Du berceau. » C'était sous le matelas. Qui est Claire? La vieille lavandière hésita, puis laissa échapper un long soupir. C'était la nounou. Avant que cette Lucie n'apparaisse, Anna s'appuya contre le mur. Était-elle la mère de Léo? Pas officiellement, mais c'était son ventre, et les yeux du garçon aussi. Que lui est-il arrivé? Elle a disparu. Du jour au lendemain, ils ont dit qu'elle avait reçu de l'argent, qu'elle avait signé des papiers, et après ça, plus jamais. Anna eut un goût métallique dans la bouche. Elle retourna dans la chambre du bébé, le cœur battant. Elle s'assit dans le fauteuil. Léo dormait paisiblement, comme si rien autour de lui n'était sur le point de s'effondrer. Le lendemain, elle attendit que la maison se vide. Elle monta à la bibliothèque. La porte était entr'ouverte. Sur le bureau, un dossier oublié. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, elle trouva de vieux documents. Un accord de garde, 2 signatures. Monsieur Philippe Lefebvre et Claire Fournier. Plus bas, une lettre manuscrite. « Je n'ai pas le choix. J'espère qu'il aura une vie meilleure que la mienne, qu'il me pardonne un jour. » L'écriture était tremblante. Anna resta immobile de longues minutes. Léo n'était pas le fils de la femme sur la photo. Il était le fils d'une jeune femme qui avait été réduite au silence, effacée, vendue comme une note de bas de page. Elle descendit, le visage pâle. À mi-chemin, elle rencontra Monsieur Lefebvre. « Tout va bien ?» demanda-t-il. Elle ne put mentir, mais elle ne dit pas la vérité non plus. « Je suis juste fatiguée. » Cette nuit-là, à la maison, elle pouvait à peine regarder sa sœur. Elle se sentait sale.
comme si elle était complice de quelque chose de trop grave. Pendant que Sophie dormait, Anna s'assit près du poêle, pleurant en silence. Elle pensa à démissionner, à disparaître. Mais le visage de Léo, la façon dont il souriait quand il la voyait, ce n'était pas une invention, c'était un lien. Seulement maintenant, tout ce qui avait autrefois ressemblé à de la poésie se brisait. Le lendemain matin, Madame Dubois l'attendait à l'entrée. « Monsieur Lefebvre vous a demandé de monter directement dans la chambre du garçon. » Anna passa devant elle sans la regarder. À l'étage, Léo était debout dans son berceau riant. En la voyant, il tendit ses petits bras. Elle le prit dans ses bras et pleura, non pas pour sa douleur, mais pour la sienne. Il n'a jamais su qu'il était au centre d'une histoire faite de silence. Et à ce moment-là, Anna comprit, quelqu'un devait rester. Même quand tout lui disait de fuir. Avez-vous déjà dû sourire? Même quand tout en vous ne voulait que fuir. Laissez un « oui » dans les commentaires si vous avez déjà dû continuer pour quelqu'un, même si vous étiez brisé à l'intérieur. Comme ça, je saurai que vous êtes ici avec moi dans cette histoire. Anna passa la nuit éveillée. Dans le coin du lit, Sophie dormait comme un ange tordu, enveloppée dans la vieille couverture fleurie, la même qu'elles utilisaient depuis la mort de leur mère. Elle regarda sa sœur, les yeux embués de larmes, et une question brûlante à l'intérieur. Comment rester dans un endroit où tout semble faux, et pourtant, si juste? Il fallut des heures pour que le sommeil arrive. Et quand il vint, il apporta un rêve, avec l'odeur du savon et la voix d'une mère. Sa mère la berçait, comme au bon vieux temps. « Ne tourne le dos à personne qui pleure, ma fille, car il y a des douleurs qui n'écoutent que ceux qui ont souffert aussi. » Elle se réveilla le cœur battant à un rythme différent. Elle prit une douche sans réfléchir, attacha ses cheveux en un chignon lâche, enfila son uniforme et quitta la maison avant le lever du soleil. Dans le bus, elle observa le mouvement de la ville avec des yeux vitreux. Le 16e arrondissement dormait encore, mais elle était éveillée. À l'intérieur, en arrivant à la villa, elle se rendit directement dans la chambre de Léo. Il dormait encore, son petit visage détendu, ses petites mains ouvertes comme s'il ne craignait rien. Elle s'assit dans le fauteuil, sans dire un mot. La lumière du matin filtrait par les fentes des rideaux. C'était la même maison, mais Anna n'était plus la même. Elle sortit l'ancienne broderie du fond de son sac, claire. Elle lissa délicatement le tissu, puis le replia. Elle n'allait rien cacher, mais elle n'allait pas fuir non plus. Quelques minutes plus tard, Monsieur Lefebvre apparut à la porte. « Je pensais que vous ne viendriez peut-être pas aujourd'hui. » Anna le regarda avec sérénité. « J'ai failli ne pas venir. Mais ensuite, je me suis souvenu d'un jour où personne n'est venu pour moi. Et combien ça a fait mal. » Il se contenta d'acquiescer, comme quelqu'un qui comprend, mais ne sait pas comment s'excuser. « Il ne dort bien qu'avec vous, vous savez, » dit-il, baissant son regard vers son fils. « Je sais, » répondit Anna, mais le ton n'était pas de vanité, c'était de responsabilité. Ils restèrent en silence un moment. Un silence différent, non de secret, mais d'écoute. Elle ne savait pas si c'était juste, mais pour la première fois, elle voulait essayer. Les jours suivants se déroulèrent avec une étrange délicatesse. Anna faisait désormais partie de la routine de la maison, toujours en tant qu'employée, mais avec quelque chose qui n'était pas dans le contrat. Une présence. Elle nettoyait le sol du couloir, tandis que Léo rampait à ses côtés, renversant exprès des jouets, juste pour la faire rire. Monsieur Lefebvre, qui auparavant n'apparaissait qu'en fin de journée, commença à se montrer le matin. Manches de chemise retroussées jusqu'au coude, son regard moins lourd. Un après-midi, Anna le trouva dans le salon, essayant d'assembler un puzzle pour enfants avec son fils sur les genoux. « Je crois qu'il apprendra avant moi », plaisanta-t-il, sans quitter les pièces des yeux. Elle gloussa doucement. « C'est parce qu'il sent. Il sait quand quelqu'un est vraiment là. » Monsieur Lefebvre la fixa un instant. Il faillit dire quelque chose, mais se retint. Quelque chose se formait là. Ce n'était pas de la romance, c'était une reconstruction. Léo commença à prononcer des syllabes uniques. La première fut « na ». Anna pleura, cachée dans la salle de bain.
Na était la façon dont Sophie disait Anna quand elle était petite. Dans les moments où elle nettoyait le porche ou essuyait la bibliothèque, elle fredonnait sans s'en rendre compte. La maison, autrefois étouffée et silencieuse, semblait maintenant respirer. Madame Dubois, cependant, ne cachait pas sa tension. Elle se déplaçait dans les pièces avec des pas vifs, des yeux alertes et des commentaires glacials. Le garçon est gâté avec tant d'attention. Anna ne répondit pas. Elle ne discutait pas avec ceux qui n'avaient jamais eu soif d'affection. Monsieur Lefebvre semblait inconscient de la dispute silencieuse. Mais il observait. Un soir, il appela Anna pour lui parler dans son bureau. « Je veux inscrire Léo à la maternelle, mais je ne veux pas qu'il se sente seul. J'ai pensé à quelque chose qui pourrait paraître étrange. Envisageriez-vous d'étudier aussi? Peut-être la pédagogie ?» Les yeux d'Anna s'écarquillèrent. « Moi, vous avez une façon avec lui. Avec les enfants ?» Elle détourna le regard. « Je ne sais pas si je suis si doué. » Monsieur Lefebvre respira profondément. « Parfois, nous ne voyons pas le don que nous avons, parce que nous avons passé toute notre vie à essayer de survivre. » Anna se mordit les lèvres. Elle voulait le remercier, mais ne pouvait pas. Elle ne put que sourire, parce qu'elle commençait à croire. En surface, tout semblait calme. Léo dormait mieux. Anna souriait davantage. Et même Monsieur Lefebvre, autrefois fait de pierre, riait doucement lorsque son fils le surprenait avec une nouvelle syllabe. Mais à l'intérieur, Anna était en guerre. À chaque pas qu'elle faisait dans cette maison, elle sentait qu'elle marchait sur des ponts fragiles. Elle était la femme de ménage, l'employée, la fille du quartier qui chantait à un enfant qui n'était pas le sien, et qui aurait pu être arrachée à une histoire mal racontée. Un matin, elle trouva Madame Dubois debout à la porte de la cuisine, les bras croisés, une expression armée. « Ne vous y trompez pas, Anna. Quand la poussière retombera, chacun retournera à sa place. »« Je n'essaie de prendre la place de personne, » répondit-elle fermement. « Si vous le faites, vous ne l'avez juste pas encore réalisé. » Anna sentit le coup, mais elle respira profondément et garda le silence. Quelques heures plus tard, Monsieur Lefebvre l'appela avec une expression tendue. « Quelqu'un s'est présenté à la clinique pédiatrique où Léo a des rendez-vous, a demandé son dossier médical, a dit qu'elle était sa tante, mais elle n'a laissé aucun document et a disparu. » L'estomac d'Anna se serra. Se pourrait-il que quelqu'un enquête? Cela pourrait être le cas, ou ça pourrait être Claire elle-même. Il prononça le nom avec difficulté. C'était la première fois qu'il disait « Claire » à voix haute depuis qu'elle avait trouvé les documents. Anna eut une impulsion. « Ah, peut-être qu'il est temps de parler, de raconter ce qui s'est passé. » Monsieur Lefebvre fronça les sourcils. « À qui? Au monde, avant que quelqu'un ne le raconte pour vous. » « Dans quel sens? » « Une vidéo, une déclaration, simple, vraie, d'un père, pas d'un dirigeant. » Monsieur Lefebvre resta silencieux pendant plusieurs secondes. « Pensez-vous que cela change quelque chose? »« Je pense que ça change tout, » répondit Anna. « Surtout pour Léo. Il mérite de grandir avec la vérité, pas avec des fantômes. » Il baissa les yeux. « Et s'ils me détestaient pour ça? Peut-être qu'ils le feront, mais au moins ce sera pour qui vous êtes vraiment, pas pour qui vous avez prétendu être. » Cette nuit-là, après avoir endormi Léo, Anna s'assit dans son fauteuil habituel. Monsieur Lefebvre apparut à la porte, sans son costume, sans son armure. « Si vous m'aidez avec cette vidéo, je le ferai. » Elle hocha la tête, et puis le téléphone sonna. L'appel téléphonique cette nuit-là changea tout. Il venait de la clinique. La réceptionniste, nerveuse, informa que la tante était revenue en fin d'après-midi. Elle n'avait laissé ni nom ni document, mais elle avait demandé à revoir le dossier médical de Léo. Et interrogée, elle s'était hâtée de partir. Monsieur Lefebvre raccrocha et regarda Anna. « Ça commence !» Elle inspira profondément. « Alors il est temps de raconter. » Le lendemain, ils s'assirent dans la bibliothèque. La caméra du téléphone portable posée sur des livres. La lumière naturelle entrait par la fenêtre. Léo sur les genoux de Monsieur Lefebvre, endormi. Anna appuya sur « Enregistrer » et il commença. Sa voix sortit tremblante, tendue. « Mon nom est Philippe Lefebvre. Je suis le père de Léo. Non par le sang, mais par choix.
pause. Il y a presque 2 ans, j'ai rencontré une jeune femme nommée Claire. Elle est venue travailler ici. Elle était enceinte, seule, effrayée. Le père de l'enfant avait disparu. J'ai offert mon soutien. J'ai aidé comme je pouvais, mais quand elle a décidé de partir, effrayée partout, j'ai offert la garde légale. Elle a signé. Et Léo est resté avec moi. Longue pause. Je pensais que le mieux était de tout cacher, de prétendre une histoire plus jolie, plus acceptable. Mais ce n'était pas le cas. C'était une histoire faite de peur, de silence et de mauvais choix. Monsieur Lefebvre regarda son fils sur ses genoux. Il lui caressa la tête. Il est mon fils. Et il mérite de savoir d'où il vient, même si cela me montre imparfait. La caméra trembla. Anna pouvait à peine la tenir stable. Monsieur Lefebvre continua. Si Claire regarde ceci, je veux juste que vous sachiez qu'il va bien. Et qu'il sourit. Tous les jours. Grâce à elle. Grâce à ce qu'elle a laissé ici. L'enregistrement se termina. Anna n'édita que le nécessaire. Pas de filtre. Pas de coupe dramatique. Ils publièrent la vidéo sur un profil discret, avec peu d'abonnés. Ils voulaient juste que la vérité respire. En moins de 24 heures, la vidéo explosa, des milliers de vues, des commentaires de soutien, d'autres de jugement, des parents célibataires partageant des histoires similaires, des mères qui avaient abandonné leurs enfants, des enfants qui n'avaient jamais connu leurs origines. Anna faisait défiler l'écran de son téléphone, absorbant chaque mot. C'est alors qu'elle vit un simple commentaire, sans photo de profil. « Je suis Claire, et je vous ai vu. J'ai vu mon fils. » Le monde s'arrêta. Elle le montra à Monsieur Lefebvre. Il était sans voix, ses yeux fixés sur cette phrase comme si chaque lettre lui brûlait la peau. « C'est elle, » dit-il, la voix défaillante. 2 jours plus tard, une lettre arriva à l'entrée de la villa, sans expéditeur, sans signature extérieure. À l'intérieur, une simple feuille manuscrite. « J'ai vu la vidéo et j'ai vu mon fils. Il est magnifique. Merci de prendre soin de lui. Je n'ai pas le courage d'apparaître maintenant. Mais je veux que vous sachiez, il n'a jamais été oublié. Jamais. Claire. » Anna lut la lettre en silence, à côté de Monsieur Lefebvre. Il ne se retint pas. Il pleura, sans honte, sans dissimulation. Anna lui prit la main. Un nouveau départ. N'exige pas que nous réparions tout, juste que nous marchions différemment à partir de maintenant. Il ferma les yeux, la tête baissée. Et pour la première fois, il sembla en paix. Les mois suivants apportèrent des changements silencieux. Anna commença son cours de pédagogie dans une université communautaire, avec une bourse d'études complète. Monsieur Lefebvre paya les frais de scolarité sans faste, sans discours. Il lui remit simplement les papiers et dit « C'est pour Léo. Il aura besoin de quelqu'un comme vous près de lui. » Sophie commença à fréquenter une école privée voisine. Le premier jour de classe, elle quitta la maison vêtue de son nouvel uniforme, les yeux brillants. « Je n'aurais jamais pensé porter ça un jour, » dit-elle en souriant. La villa, autrefois faite de marbre et de silence, résonnait maintenant de musique. Léo marchait, trébuchait et riait fort. Monsieur Lefebvre travaillait de chez lui avec son fils sur les genoux et des jouets sur le bureau. Ce n'était pas une famille de publicité. C'était mieux. C'était réel. Edna apprit qu'elle n'avait pas besoin d'un nom de famille puissant ni d'un vieux diplôme pour être essentielle. Il lui suffisait d'écouter, de rester et de prendre soin. Et la leçon qu'elle a retenue, peut-être qu'elle vous parle aussi. Toutes les réparations ne nécessitent pas de jolies paroles. Certaines demandent juste de la présence et de la patience, parce que son parcours nous rappelle quelque chose que vous pourriez avoir besoin d'entendre aujourd'hui. Parfois, ceux qui ont le moins donnent le plus. Et ceux qui viennent juste pour nettoyer finissent par guérir ce que personne n'osait toucher. Si cette histoire vous a ému de quelque manière, laissez votre like. Cela montre que des histoires comme celle-ci ont encore un sens. Et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville ou de quel pays regardez-vous? J'adore savoir qui est de l'autre côté. Ça fait une énorme différence pour moi.
Si vous croyez au pouvoir des histoires qui guérissent et touchent vraiment les cœurs, abonnez-vous. Chaque semaine, j'apporte des récits qui parlent directement à l'âme. Et chaque nouvel abonnement est ce qui me donne la force de continuer. Et, ne partez pas maintenant. Choisissez l'une des histoires qui apparaissent à l'écran et retrouvez-moi dans la prochaine vidéo.